Bonjour. Quelques dizaines d'heures seulement après l'élection du nouveau président tunisien, l'activiste tunisien le plus connu sur les réseaux sociaux, le jeune Yassine Ayari, a été jeté en prison. Il avait été condamné par contumace par un tribunal militaire, à 3 ans de prison ferme pour atteinte à l'armée. Arrêté à l'aéroport de Carthage alors qu'il revenait de France, il a été aussitôt incarcéré à la prison de Mornaguia, près de Tunis. Est-ce là juste une exécution d'une condamnation prononcée par contumace au mois de novembre passé, ou est-ce un signal très fort que le nouveau pouvoir envoie aux activistes de tous bords? Dans de telles circonstances, à un moment où il aurait été plus indiqué d'apaiser les tensions, une telle incarcération n'a pu se produire que sur un feu vert, voire même sur l'insistance du nouvel homme fort tunisien et de son entourage. C'est ce qui s'appelle annoncer la couleur. C'est, d'une certaine manière, sauter sur l'occasion d'une aspiration d'une partie importante de la société tunisienne pour un État plus présent, plus fort, plus sévère, pour s'affirmer en tant que tel, que probablement cette incarcération a été décidée. En tous les cas, selon sa propre vision de la nouvelle situation en Tunisie, nous pouvons tout aussi bien considérer que c'est la fin de la récréation générale et le retour à un État fort, comme nous pourrions considérer que le régime policier vient de marquer son retour, de façon on ne peut plus annonciatrice pour la suite des événements. Mais, d'une manière générale, cette élection de Beji Caïd Essebsi à la présidence de la République tunisienne a été le résultat d'élections relativement normales, à ce qu'il semble, même si l'alignement massif de la presse tunisienne, des gros capitaux, du voisin de l'Ouest et de certaines monarchies du Golfe, avec le candidat qui est finalement sorti, ont quelque peu dénaturé et altéré le processus démocratique tunisien. Mais le printemps de Jasmin, même s'il a été quelque peu dévoyé, pour rester gentil, récupéré, parasité, reste au regard de ce qui s'est passé dans les autres printemps des peuples relativement exemplaires. Ailleurs, en Libye, en Égypte, en Syrie, à Bahreïn, la contre-révolution a réussi à détourner les révolutions des peuples, à les fourvoyer dans l'anarchie, la dévastation et le carnage. En Égypte, Morsi, le seul président élu démocratiquement dans l'histoire du pays et des pays arabes, a été destitué et jeté en prison quand Moubarak et ses acolytes et ses fils, qui avaient été condamnés à de lourdes peines de prison, ont été lavés, acquittés en attendant d'être libérés. Des milliers de citoyens égyptiens qui ne faisaient rien d'autre que de défendre la légitimité des urnes ont été massacrés. Des dizaines de milliers d'autres ont été jetés en prison dans des parodies de procès après avoir été systématiquement et effroyablement torturés. En Syrie, le régime a failli être balayé par des révolutions pacifiques au cri de Selmiya, Selmiya, mais il s'est vite ressaisi et, aidé des experts du régime algérien en la matière, il a mis en branle une forme de terrorisme pédagogique encore plus brutale que celui du DRS. Il s'est créé ses propres groupes djihadistes, les a armés, puis les a lancés contre les plus hésitants de ses propres alliés naturels, les Alaouites et les chrétiens. Il a provoqué une hécatombe pour pouvoir venir se poser en sauveur de la nation de la même manière que les généraux putschistes algériens se sont érigés en sauveurs de la République après avoir lancé leur GIA contre les populations civiles et les intellectuels. En Libye, c'est tout bonnement l'anarchie, la plus totale, la plus extrême que l'on puisse imaginer. Trop longtemps enfermée dans le despotisme kadhafiste, la jeunesse libyenne n'a pas su éviter les pièges de la réaction, ni les penchants régionalistes et salafistes qui leur ont été inséminés. Il n'y a quasiment plus d'État et l'avenir du pays est des plus sombres. Les printemps arabes, porteurs d'immenses espoirs, ont donc tous été récupérés par des forces noires,
par des opportunistes embusqués, par des puissances supranationales qui les manipulent en fonction de leurs intérêts propres. À la guerre, comme à la guerre. Le seul printemps qui n'a pas été totalement transformé en hiver sanglant est celui de la Tunisie. Mais rien n'est encore dit. D'autres peuples de la région attendent de voir. Et certains ont fini par succomber au discours de leurs régimes respectifs qui ne leur ont laissé aucun choix en leur disant « c'est nous ou le chaos, nous ou la Syrie, nous ou la Libye ». Ces mêmes régimes qui ont aidé les contre-révolutions de ces pays à plonger leurs pays respectifs dans le chaos. Nous en sommes là aujourd'hui, au milieu du gué. Nul ne sait ce qui va advenir à ces peuples qui ont cru un court instant, le temps d'une embellie, à l'avènement de la démocratie dans leurs nations respectives. Mais une hirondelle ne fait pas le printemps. Aujourd'hui, l'écho, info, un président couronne le printemps arabe. Ensuite, les échos, printemps arabe, l'exemple tunisien. Réflexion, à 88 ans, Essebsi élu président de la Tunisie. Après le printemps arabe, retour à l'ère de Bourguiba. Avec nous aujourd'hui, Rabah Attaf, journaliste spécialisé dans justement les révolutions arabes. Rabah Attaf, merci d'être avec nous. Merci à vous, Jamal ad-Din. Je suis toujours heureuse de vous rencontrer sur le Maghrebiya. Oh, pas autant que moi. Alors, sinon, Rabah, dites-moi, cette élection en Tunisie, pour commencer notre discussion sur ces révolutions arabes, ou dites arabes. Effectivement, ce qu'on constate aujourd'hui, c'est qu'après 2 ans de sabotage, notamment par les médias lourds tunisiens, les médias privés qui sont restés aux mains des caciques du régime Ben Ali, puisque le problème en Tunisie, c'est que le nettoyage n'a pas été fait. C'est-à-dire que l'ancien système est toujours là et que Moncef Marzouki, peut-être un peu trop prudent, a évité de mettre les pieds dans le plat concernant la corruption des véreux de l'ancien régime. Il a voulu éviter le chaos, et il n'a pas voulu que la Tunisie devienne l'Algérie, par exemple, et que les caciques de l'ancien régime, les benalistes, mais aussi les bourguibistes, les gens du RCD, pratiquent la politique de la terre brûlée. Donc il a été pas à pas, et effectivement il a respecté la liberté d'expression des journaux, de la presse, sauf que la plupart de ces journaux étaient des journaux complices de l'ancien régime depuis très longtemps, et donc ils ont tout fait depuis 2 ans pour saboter la transition démocratique et amener petit à petit l'opinion publique tunisienne à détester Moncef Marzouki. Premier point. Le deuxième point, c'est que Kaïd Bézé Essebsi n'est pas n'importe qui, c'était quand même le ministre de l'Intérieur sous Bourguiba. Il a appuyé le coup d'État de Ben Ali. Il s'est esquivé quelque temps du RCD. Il y est revenu avant de faire sa grande rentrée en Tunisie en 2011. On sait ce que ça veut dire. Il l'a fait évidemment avec l'assentiment de ses amis occidentaux qui voient d'un bon œil un vieux pépé qui a l'air tout gentil et qui est surtout présentable pour l'Occident à la tête de la Tunisie, sachant que c'est le représentant quand même de l'ultralibéralisme, Kaïd Essebsi, d'où effectivement peut-être l'attitude assez surprenante dans un premier temps, mais finalement pas quand on y réfléchit, du parti Ennahda, qui a appelé silencieusement, si on peut dire, à voter Marzouki. Je pense qu'Ennahda a une responsabilité énorme dans le fait que Essebsi ait gagné les élections, pour la simple raison que même si elle a laissé ses militants libres de voter pour qui ils voulaient, elle a joué un jeu politicien, Ennahda, les leaders, en espérant qu'ils seront plus forts dans l'opposition et qu'ils pourront resserrer les rangs et accroître le pouvoir de leur parti
avec effectivement... Mais Rabha, en fait... eux, ils ont joué déjà les prochaines législatives, tout en sachant qu'on a un espèce quand même de pacte tacite du diable, puisqu'il ne faut pas oublier que les frères musulmans sont des libéraux. Mais Rabha, le plus étonnant, c'est que vous venez de dire que c'est un ultralibéral. Le plus étonnant est que ce n'est pas seulement la presse, dans sa quasi-totalité, qui a marché avec lui, mais c'est aussi la gauche, une certaine gauche. C'est aussi un Nahda par sa neutralité un peu frileuse, mais c'est comme si elle demandait aux gens de voter. C'est finalement... Oui. Et c'est l'argent du... Pardon? Vous parlez de Hamami? Je parle de la gauche en Tunisie. De toutes les forces qui sont... Toutes les forces qui ont rejoint Qaïd Sebsi contre Marzouki, y compris l'allié, le voisin de l'Ouest, le voisin algérien, y compris Saoudia. Alors on retrouve dans ce panier tout le monde, des gens de gauche, de droite. Pourquoi? Parce qu'ils sont foncièrement éradicateurs. Ils sont anti-islamistes primaires. Ils réfléchissent pas plus loin que leurs pieds. Mais pourtant, Nahdan, ce n'est pas l'intégrisme tel qu'on l'imagine. Ce ne sont pas des djihadistes, ce sont des islamistes modérés qui ont accepté d'entrer dans des cadres démocratiques, qui ont fait des concessions énormes. Des WASP américains, hommes d'affaires, gentillets, avec d'un côté l'islam dans la langue et de l'autre côté l'argent dans le portefeuille. Oui. Mais sinon, Rabha, d'une manière générale, votre constat sur les printemps dits arabes, les printemps des peuples, aujourd'hui, quel bilan peut-on faire? Jamal el-Din, je m'attendais à ce qui s'est passé en Égypte. Ils ont pris le temps qu'il fallait pour dérouler le tapis rouge aux frères musulmans et puis faire tomber le couperet au moment opportun quand les Occidentaux détourneraient le regard. Hein. Les bains de sang, ça gêne toujours les amis occidentaux. Mais ce qu'il faut constater, c'est que quand même le président Al-Sisi a été reçu en grande pompe à Paris. Hein, c'est scandaleux. Hein, ça, il faut le redire et le dire. C'est scandaleux qu'un tel bouger ait été accueilli à Paris. Donc, je m'attendais à ça. Et effectivement, en Égypte, comme je l'ai écrit dans plusieurs de mes papiers, on a une stratégie de l'attention comme il s'est produit en Algérie, avec une mise en place du terrorisme larvé. Hein. Ça permet beaucoup de choses, et notamment ça permet de créer une zone tampon dans le Sinaï entre la bande de Gaza et l'Égypte, puisque l'Égypte, on le sait, a quand même un gros parrain dans la région qui s'appelle Israël. Je parle du régime égyptien actuel. Je ne parle pas de l'Égypte dans son ensemble et des Égyptiens qui sont scandalisés par la politique de leurs gouvernants actuellement. Donc énormément de prisonniers politiques, plus de 40 000, majoritairement frères musulmans, mais aussi la gauche, mais aussi les autres, mais aussi les mouvements de jeunes indépendants. Il y a beaucoup de personnes que j'ai rencontrées, comme Ahmed Maher et tous les petits jeunes qui avaient mené la révolte du 25 janvier, qui sont actuellement en prison. Des avocats, des gens de la société civile, tous ceux qui gênent le régime militaire égyptien. Mais visiblement, la révolution en Égypte semble s'être essoufflée. Visiblement, le pouvoir est complètement arrogant. Il se comporte en territoire conquis. Il n'y a plus rien. Puisqu'ils ont le soutien du voisin d'à côté, les États-Unis n'ont plus qu'à s'aligner. Ils ont fait l'union sacrée, quoi. Et l'union sacrée, moi, je l'ai vu dans quoi? Dans les accords gaziers de Jamal el-Din. Il y a quand même quelque chose qui parle dans les relations entre pays, c'est les accords économiques. Et quand tu vois que le gaz égyptien actuellement, l'Égypte est en pénurie, hein, oui, mais son gaz part en Israël à des prix, alors, battant toute compétition, et l'Égypte rachète du gaz à Israël, des gisements de la mer Méditerranée, à des prix supérieurs au prix du gaz qu'elle vend à Israël. On comprend quoi, Jamal el-Din? Mais sinon, d'une manière générale, Rabha, est-ce qu'on peut dire que la prière du mort a été faite sur les révolutions arabes? Jamais. Parce que comme je te l'ai expliqué, Jamal el-Din, oui. Une société, c'est comme une personne. Il y a des hauts, il y a des bas. Il y a des moments de névrose, il y a des moments de crise, et il y a des moments où effectivement il y a une résilience de tous les traumatismes subis par les sociétés
Je pense à l'Algérie, mais je pense à l'Égypte demain et à toutes les sociétés qui subissent actuellement de gros traumatismes, à la Syrie par exemple. Il y a une résilience qui se fait. Les gens retrouvent le chemin et surtout, ils retrouvent les bons chemins puisqu'ils tirent les leçons de ce qui s'est produit auparavant. Effectivement, c'est pas que je suis optimiste, je pense que je suis très lucide et qu'il faut penser les choses sur le long terme. La démocratie, elle ne tombe pas du ciel, c'est des combats. La justice, c'est un combat. Ça a mis du temps à... Mais Rabha, quand Ça a mis du Rabha, temps, mais plus accéléré chez nous, oui. puisque le temps a rétréci. Oui, mais Rabha, il faut être. Moi, j'essaie d'être réaliste. Quand je vois ce qui se passe en Syrie, le carnage qu'il y a en Syrie, dans l'indifférence la plus généralisée, la plus totale, quand on voit ce qui se passe en Libye, où c'est l'anarchie la plus totale, quand on voit le régime algérien se frotter les mains et dire aux gens « Ah, vous voyez, hein, comme vous disiez, hein, vous voulez être comme la Syrie et la Libye ?» Quand on voit que finalement, même en Tunisie, qui est le meilleur des cas, hein, que la Tunisie, disons, c'est le pays qui s'en est sorti le mieux. Mais en tout cas, il y a un retour, comme annoncé, vers l'ancien régime, avec des classiques de l'ancien régime. Alors comment être optimiste, comment être lucide, comment croire qu'avec le long terme, on va pouvoir repartir. Allez. Oui. Je vais te donner des pistes, Jamal ad-Din. Allons-y. En Tunisie, ça peut pas être comme avant. Pourquoi? Parce que j'ai constaté un degré élevé de maturité politique chez les Tunisiens et en particulier chez les jeunes. Ça, il n'y a aucun doute. En Tunisie, il y a des mouvements qui se développent, des vrais mouvements de société. Ils s'organisent, ils font leurs apprentissages. Et effectivement, Kaïd Béji ne va pas avoir les mains libres pour faire absolument ce qu'il veut. C'est impossible. Oui, là, j'en conviens parfaitement. Il n'a pas de ressources propres, il n'a pas de pétrole. Oui. Non, là, j'en conviens. Ce ne sera plus comme le régime Ben Ali, mais ce ne sera pas cette révolution tant attendue, cette démocratie vraiment tant espérée, de voir le peuple vraiment reprendre les rênes de son destin et écarter totalement, définitivement les anciens classiques du régime, ça veut dire ne pas les faire sortir de la vie civile. L'Amérique latine, qui est très exemplaire, oui. On est en Tunisie dans un processus de démocratisation comme ça s'est passé par exemple au Mexique ou au Venezuela, d'accord? Donc c'est sur la bonne voie, ok? Et effectivement, on se rend compte que petit à petit, dans ces pays-là, au fil des mobilisations sociales, évidemment, les digues dictatoriales ont cédé petit à petit, d'accord? Donc il va y avoir des résistances, hein? Mais l'avantage des Tunisiens, c'est comme ils sont dépendants uniquement de l'argent qui vient de l'étranger et du tourisme, ils ont intérêt à maintenir une stabilité, donc ils vont pas tirer dans le tas. Et déjà, c'est pas mal, hein, tu sais, Jamal ad-Din, qu'on ne nous tire pas dessus. Oui, mais l'arrestation du jeune activiste Yassine Ayari est un signe fort. C'est un message aux jeunes, justement, parce que les mouvements de jeunesse sont très actifs en Tunisie. C'est un message, mais ils vont tenir longtemps comme ça. Ils vont être obligés de le libérer. Je suis convaincue qu'il va être élargi. D'accord. Alors. Par rapport à l'Algérie, puisque l'Algérie est un pays qui nous tient à cœur, tu le sais, Jamal ad-Din. Oui. Ce que j'ai constaté sur le long terme, c'est que petit à petit, par rapport aux demandes que j'ai, aux échanges que j'ai avec les jeunes Algériens, et notamment les jeunes des universités, on constate qu'une réflexion est menée, qu'ils ont tiré des leçons et qu'ils sont en train de s'organiser autrement que de partir à la conquête du pouvoir. Et ça, c'est intéressant. C'est-à-dire qu'ils commencent à s'organiser d'une façon horizontale, Jamal ad-Din. Ils ne visent pas le pouvoir, mais ils organisent la société autour d'eux et à partir des capacités qu'ils ont entre les mains. Par exemple, dans plusieurs universités algériennes, il existe des groupes qui sont constitués mixtes, professeurs et étudiants, qui non seulement donc mènent leur lutte corpo sur les campus, corporatifs typiquement étudiants, mais en plus élargissent leur champ en créant des séances de réflexion, des conférences, etc. Autour d'eux pour réfléchir sur comment changer de système et comment changer la société algérienne. Et ça, c'est intéressant. C'est un premier pas vers le bon chemin.
Et grâce à Dieu, vraiment, alhamdoulilah, je suis invitée dans les universités algériennes en janvier prochain, Inch'Allah. Eh ben, première nouvelle pour moi, pour beaucoup de gens, Tu as parce que, félicité Jamal el-Din. ouais, C'était, je dis que je te réserverai une surprise. oui, mais j'espère qu'elle sera aussi concrète que tu le dis, parce que on aura tous remarqué que le grand absent dans la vie politique du pays est justement la famille universitaire, et justement cette fameuse Exactement. intelligentsia qui court après Eh ben, on va les sauver miettes qui le tombent de la vide, table des Jamal maîtres. el-Din, et on va accompagner tous ces jeunes qui ont besoin qu'on les encadre, qu'on les aide à réfléchir, qui ont besoin de faire leurs premiers pas et qu'on va laisser faire leurs pas tout seuls. Rabha, Ils une vont question un tous peu... les outils qu'on leur aura donnés. Une question un peu délicate. Alors, en Algérie, le régime a raisonné de façon simple. Vous savez, le régime algérien n'est pas très compliqué, hein. Il fonctionne d'une façon assez primaire, Oui. pour ne pas dire primitive. Il a dit, bon, moi j'ai suffisamment d'argent pour acheter tout le monde. Il a acheté tout le monde. Il a créé 300 généraux pour noyer dans la masse la grappe de généraux qui avaient le pouvoir, et il a enrichi tout le monde. Il a donné des crédits, il a donné des privilèges de tout genre. Il s'est créé des alliés naturels autour de lui, d'environ 40% de la population. Les 60%, les autres 60% crèvent la dalle. Alors il a dit, maintenant, ce qui reste à faire, c'est de faire le vide politique sur la scène politique. Comment faire? Tous les partis politiques qui activent doivent venir à la mangeoire. Les partis, fait, hein. pardon, je finis juste, les grands partis comme le FFS par exemple. Les autres, ils sont trop petits, tous ensemble, ils ne pourront pas mobiliser 10 000 personnes. Alors qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais obtenir? Je vais obtenir que si jamais demain je n'ai plus d'argent pour corrompre la population, pour corrompre de larges pans de la société, qu'est-ce qui va se passer? Les gens vont sortir dans la rue. Et qu'est-ce qu'ils vont faire? Comme ils ne sont pas organisés, comme il n'y a pas de force politique autour de laquelle se rallier, ils vont tout casser, tout brûler. Et qu'est-ce qui va se passer? Les Algériens vont avoir peur d'être comme la Syrie, comme la Libye. Ils vont devenir venez, venez, nous on accepte l'oppression, on accepte le pillage, la prédation, pourvu qu'il n'y ait pas la violence. La situation, on est là, malheureusement. Oui, eh bien, Jamal el-Din, c'est des gros idiots. Pourquoi? Pourquoi c'est des Mais alors, idiots? j'aimerais bien savoir. Parce que nos partis sont has-been depuis longtemps. Parce que les jeunes, ils sont conscients que ces partis qu'on leur montre comme de l'opposition ont été intégrés au système, et y compris maintenant, malheureusement, le FFS, d'accord? Mais je pense que le FFS subit aussi les conseils, entre guillemets, de ses alliés à l'étranger, et notamment de l'international socialiste, qui leur recommande de faire une transition démocratique à la tunisienne comme aujourd'hui, d'accord? Oui. Deuxièmement, les gens s'organisent différemment en Algérie, on a des mouvements sociaux. Tu sais bien qu'au cœur de toute révolution, il y a la question sociale, Jamal el-Din, et qu'en mettant tout de suite, en déroulant le tapis rouge au mouvement islamiste, nos régimes en place en Égypte, comme en Algérie et comme en Syrie, ont éludé la question sociale et les revendications de justice sociale pour déplacer le discours sur le terrain religieux, c'est-à-dire laïque, islamiste, et en avant le clivage de la société et la guerre. D'accord? Oui. Aujourd'hui, par exemple, dans tout le sud algérien, on a des mouvements de chômeurs très forts qui sont organisés depuis maintenant 10 ans, qui tiennent encore, effectivement, qui tiennent le haut du pavé, puisqu'ils manifestaient encore dernièrement du côté de Douarnenez, et que régulièrement, ils manifestent pour réclamer leurs droits. Ça veut dire que autour des questions sociales, les gens s'organisent différemment, et quand ils s'organisent différemment, c'est pas uniquement des manifestations. Ils créent des réseaux de solidarité, ils créent de l'entraide, ils créent des coopératives de consommation ensemble, parce qu'évidemment, ils n'ont pas un rond, et ils ont compris que collectivement, on y arrive mieux qu'en étant tout seul, chacun dans son coin. Il y a quelque chose qui m'est très cher aussi, qui a armé moralement la société algérienne, et vraiment, je ne leur rendrai jamais assez hommage pour leur courage. Ce sont les familles de disparus, ce sont ces pauvres femmes qui sont sorties pour la première fois dans la rue, alors qu'elles étaient tout le temps dans leur foyer, à l'abri de leur foyer, et qui ont appris petit à petit à marcher courageusement pour demander des comptes sur la disparition de leurs époux, de leurs frères ou de leurs fils. Ces femmes sont encore là, et elles ont réarmé moralement la société algérienne.
comme l'avait fait hier en Argentine, les folles de la place de Mai. Et on sait que l'Argentine, par la force des choses, s'est démocratisée. Pourquoi? Parce que la peur a été levée grâce à ces femmes-là qui ont dit on s'en fout, on réclame les nôtres et on sera toujours là. Et vous pouvez nous faire disparaître. Il y en aura toujours pour réclamer nos disparus, parce que les enfants des disparus se forment et ils se forment dans des fonctions hautement utiles, dans le droit, dans la médecine légale, justement, puisqu'on va en avoir besoin, dans le droit international, puisqu'on en aura besoin pour demander des comptes à ces criminels qui ont fait disparaître une grosse partie de la population algérienne. Parce que il y a des groupes qui se forment aussi de réflexion et d'action autour de questions plus locales, parce qu'il y a des expériences qui se développent en Algérie, j'en connais une du côté de Béjaïa, où des communes complètement laissées à l'abandon par l'État se sont mis en autogestion. Ils ont viré le maire, ils ont constitué leur conseil municipal, d'accord? Ils se sont élus, ils ont été élus, et ils ont tous les mois un majlis qui siège, où tous les habitants viennent discuter, signifier et voter. Les communards algériens. Il y a des expériences qui se mènent. Ça y est, les gens ont compris que c'est par eux-mêmes qu'ils s'émanciperont et c'est pas en attendant un salut qui leur viendra d'une opposition corrompue ou d'un homme qui viendrait les sauver. Vous savez, l'homme providentiel. On a compris, il n'y en a pas. L'homme providentiel, c'est nous. Il est dans nos cœurs, il est dans nos esprits. Merci. L'union de tous qui fera que ça changera. Merci Rabha pour ces éclairages, pour cette passion, en espérant vous revoir bientôt. Pour le moment, en Algérie, c'est un vieillard sénile, complètement déconnecté, qui continue à être brandi comme une vitrine institutionnelle, lui qui ne signe même pas les décrets qui sont pris en son nom. Mais espérons que vous avez raison et que l'espoir reste permis. Cette émission est terminée. Salam alaikum. Salam.